Les risques cyber à la une de Smartech aujourd'hui avec mes invités Maxime Cartan, expert du renseignement sur les cybermenaces. Vous avez officié comme tel au centre opérationnel de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Vous êtes l'actuel président cofondateur de Citali, d'une start-up spécialisée en quantification financière des risques cyber. Alors ça nous intéresse beaucoup de savoir comment on peut les quantifier justement. Avec vous, autour de la table, Olivier Pantaléo, président cofondateur d'Almonde. Vous êtes un acteur français de l'audit, du conseil, mais aussi du service d'intégration de services managés en cybersécurité, cloud et infrastructure. Et puis, on a convié le consultant du jour, Olivier Hérisson. Bonjour. Bonjour. Expert de la cybersécurité avec une spécialisation sur la résilience et la compréhension des menaces cyber pour le cabinet OnePoint. Bienvenue à tous les trois. Je voulais qu'on commence donc ensemble, Olivier, juste pour avoir un état des lieux de la menace cyber. Très bien. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. 2023, ce qu'on a constaté sur la rétrospective, c'est qu'on a une forte augmentation, à peu près plus de 40% des attaques dites ransomware. On voit que ces attaques en fait ont été dévastatrices un petit peu partout dans le monde et que les attaques ont rapporté un peu plus d'1,1 milliard d'euros aux auteurs de ces ransomware parce que les victimes ont très souvent payé la rançon. Donc ça, c'est au niveau mondial, donc beaucoup d'augmentation de ransomware. Au niveau de la France, on voit aussi que le secteur public a été très touché. Justement, l'ANSSI a expliqué qu'on était sur une moyenne d'à peu près 10 attaques par mois sur les collectivités territoriales. Ensuite, en 2023, on voit aussi... Ça comprend les hôpitaux aussi? Ça comprend les hôpitaux, les mairies, bien sûr. Et on voit aussi, forcément, le mot était sur toutes les lèvres en 2023, c'est l'intelligence artificielle. Et on commence à voir justement les premières attaques, les premières manipulations de l'IA à des fins malveillantes. Donc voilà, en résumé pour 2023. C'est un magnifique paysage. Oui. Bon, exactement. Plein de défis. Comment vous qualifieriez, vous, plus particulièrement, la menace cyber aujourd'hui qui pèse dans le secteur de la finance, qui peut peser sur les banques? Oui. Alors, merci pour l'invitation. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est aussi intéressant de noter que 2024, ça va être une année assez pleine en termes de menaces, puisqu'on a les JO à Paris et puis c'est une année d'élections aux États-Unis, ce qui est toujours assez mouvementé. Et donc, les élections européennes aussi. Exactement. Et donc, pour répondre directement à la question sur les banques et les finances, donc oui, on a sorti un rapport récemment. Pour rebondir, tu disais que c'était à peu près plus de 40% le nombre de rançongiciels, donc d'attaques par extorsion de ce type-là, dans le monde. Sur les banques et la finance, on voit que c'est plutôt plus de 65-70% par rapport à l'an dernier. Donc ça, c'est la croissance. Exact. Ouais. Donc on a un secteur qui est déjà de base extrêmement ciblé parce que vu comme très lucratif par les cybercriminels et intéressant aussi d'un point de vue renseignement par les États, qui est de plus en plus ciblé avec des attaques de plus en plus sophistiquées. On pourrait y revenir, mais une convergence des techniques d'attaque entre les cybercriminels et les attaquants étatiques. Donc voilà, plus de sophistication, plus de ciblage, plus de menaces. Et alors, je me suis laissé dire qu'un RSSI dans une banque voyait passer à peu près 99% des mails étaient des mails de cyberattaquants, des mails de phishing. Oui, alors ça va en plus pas s'arranger, puisque tu mentionnais l'IA générative. Un des cas d'usage qu'on voit d'ores et déjà, c'est sur la partie phishing, hameçonnage, où bien sûr ça permet de passer à l'échelle et d'avoir des choses qui sont de meilleure qualité, et donc de faire du ciblé de masse, ce qui est un petit peu un nouveau paradigme par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Il ne faut pas oublier aussi que le secteur bancaire a cette caractéristique qu'il repose avant tout sur la confiance, et que la confiance, c'est une des choses qui peut être brisée suite à une cyberattaque. Ouais. Donc oui, c'est particulièrement important sur ce secteur-là. Voire préoccupant, oui. Alors Olivier, on commence à évoquer cette arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la cybermenace. Est-ce que vous constatez une hyper-accélération autour de l'IA ? Alors, pas forcément autour de l'IA, mais autour des attaquants et des attaques réussies. Donc on a des délais entre la survenance d'une vulnérabilité et l'exploitation de la vulnérabilité qui est très rapide. Donc, par le passé, ça pouvait durer des semaines, des mois. Maintenant, ça dure plutôt des heures, voire des minutes. Donc, entre la publication de la vulnérabilité et l'exploitation de la vulnérabilité, on a aussi une capacité des attaquants donc, à se remettre en question. Il y a eu la faillite d'Anti il y a quelques temps. L'éditeur a sorti un checker pour s'assurer qu'on avait bien patché la vulnérabilité. Les attaquants ont pris le checker, ont adapté l'attaque et en fait ont compromis malgré tout les entreprises. Donc on voit que l'attaquant va très vite, et ce qu'on appelle le very go fast chez nous, c'est-à-dire qu'entre le moment où la faille sort et le moment où il l'exploite, ça va extrêmement vite. Comment vous l'expliquez ça ? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est l'automatisation.
Donc on évoquait la rançon, on parlait de plus d'1 milliard de rançons collectées. En 2022, c'était 200 millions. Donc on voit la croissance qui est quand même considérable. On a des attaquants qui visent, qui ciblent, on parlait de la banque, de la finance, de l'assurance, entre guillemets des gros poissons, des entreprises qui sont très exposées et donc qui ont énormément de fournisseurs, un écosystème de confiance qui est important. Donc on se rend compte que sécuriser, protéger tout ça, en fait, il faut protéger son écosystème. Finalement. Exactement, c'est compliqué. Son établissement, ouais. Et pour répondre à la question, pourquoi on observe ça, c'est l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est IA ou c'est pas IA? Alors ça commence. L'IA, on est au démarrage de l'IA, tout le monde parle de l'IA. La bonne nouvelle, c'est que côté défense et côté attaque, on est à peu près au même niveau. On n'a pas forcément les mêmes moyens d'un côté et de l'autre. Ceci étant, ça n'est que le début. Et ce que disait Maxime, ce qui arrive devant, ce qui est devant nous, est quand même assez inquiétant. La bonne nouvelle, c'est côté défense, on va utiliser cette IA. Donc pour être beaucoup plus réactif, pour améliorer la détection, pour améliorer la réponse. Donc après, c'est toute une histoire de moyens. Qui va plus vite, c'est ça la question. Voilà. L'IA, aujourd'hui, typiquement, nous, on a des activités de réponse à incidents, on a des entreprises qu'on accompagne sur de la détection. En fait, on a des cas d'usage malveillants. On est capable, via l'IA générative, aujourd'hui, d'interroger de manière littéraire, en gros, les quantités d'informations que l'on a collectées sur l'entreprise pour s'assurer, pour voir s'il y a des événements malveillants qui remontent. Donc on va beaucoup plus vite. Et donc on qualifie grâce à l'IA. Mais je pense que l'enjeu, il est plutôt devant nous. C'est-à-dire que là, dans les 2 ans qui viennent, ça va s'accélérer. On parlait d'1 milliard, plus d'1 milliard. Potentiellement, ça sera encore plus que... Alors sur ces rançons, ça veut dire qu'on continue dans le monde à payer les rançons, quand j'entends les montants signalés. Alors, oui, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... parce qu'on a eu des débats ensemble. Ouais, si vous vous souvenez, les assurances, il y a des assureurs qui se sont mis en retrait. Finalement, on a légiféré au niveau de l'État, donc on a autorisé le paiement de la rançon. Nous, on intervient, on a géré à peu près... En France. C'est pas le cas aux États-Unis. Exactement. Côté allemande, on a géré 80 crises majeures en 2023. Et dans certains cas de figure, l'entreprise, elle n'a pas d'autre choix que de payer. Donc, bien évidemment, il faut aller au bout, il faut éviter de payer. Mais quand on n'a pas le choix, il en va de la survie de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est passé de 200 millions à 1 milliard et que derrière, avec tout ce qui se passe... Maxime ? Faut aussi rappeler rapidement que c'est le but ultime évidemment des cybercriminels, la rançon, et que donc ils se diversifient. Typiquement avant, ils chiffraient les données, donc ils les rendaient inaccessibles et lisibles pour leurs propriétaires. Ils se sont rendus compte qu'avec les sauvegardes, la montée en maturité de l'écosystème, ça marchait un peu moins bien qu'avant. Et donc voyant leur taux de conversion baisser, ils ont commencé à faire de la double ou de la triple extorsion. Donc par exemple, exfiltrer des données avec une menace de publication de ces données sur le web. C'est-à-dire même de commencer à faire fuiter certaines données de l'entreprise. C'est ça. Ouais. Parfois des dénis de service à côté. Et on a même un mode opératoire, un attaquant qui s'appelle Black Cat, qui commence à faire des choses marrantes. C'est menacer les entreprises de les dénoncer aux régulateurs lorsqu'elles ne font pas la déclaration d'incident dans les temps. Et ils l'ont déjà fait aux États-Unis en déclarant une entreprise à la SEC, Meridian Link, dans le domaine de la finance, justement. D'accord. Et alors, sur les IA génératives, est-ce que c'est le mot à la mode ou est-ce que vraiment il va se passer quelque chose dans le monde de la cybersécurité avec l'explosion des IA génératives ? Alors moi, on va tous avoir envie de répondre, évidemment. Non, alors c'est évidemment un mot à la mode, mais c'est pas pour rien non plus. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il va y avoir un court, un moyen, un long terme. À court terme, on voit déjà un impact très concret sur l'avant et l'après l'attaque. Je m'explique, l'avant l'attaque, c'est tout ce qui va être reconnaissance, donc détection de profils de valeurs à cibler, personnalisation des pièges, des phishing, etc., qui vont être envoyés. Et après l'attaque, ça va aussi être traitement des données qu'on exfiltre, de masse, dans toutes les langues, dans tous les domaines d'activité. Les deepfakes, donc on a entendu cette histoire d'un... En Corée, en Asie, ouais. C'était un Hong Kong. C'était un responsable, c'était un DAF, non, un directeur financier, je crois. Exactement. Qui s'était retrouvé piégé par un deepfake. Il s'était pourtant un petit peu méfié sur les personnes qui le sollicitaient pour se connecter en visioconférence.
Et puis, il s'est connecté et il a vraiment cru qu'il avait des responsables de l'entreprise en face de lui. Alors, ce n'était que des avatars. Ouais. Nous, on a une recrudescence sur les activités de détection que l'on opère pour nos clients. L'IA générative permet d'industrialiser les campagnes de phishing, donc de développer, de créer des malwares, d'intégrer ces malwares. Donc, on parle effectivement du deepfake à Hong Kong. Et du coup, l'objectif et la finalité de ça, et c'est très très bien fait. Donc, on a des mails qui sont sans faute d'orthographe. Le formalisme, il respecte à la lettre le formalisme, on va dire, de la société qui a été usurpée. Donc, l'objectif et la finalité de tout ça, c'est d'usurper, enfin, c'est de rendre difficile pour l'utilisateur le fait de se rendre compte qu'il est attaqué, et de la même façon pour, on va dire, les moyens de détection. L'objectif, c'est d'essayer de contourner les moyens de détection. Et l'IA générative, en ça, avec ce qu'on appelle le Dark LLM, avec de l'entraînement sur des grandes quantités de données, permet d'optimiser et d'accélérer ce type d'attaque. Et donc, du coup, de massifier ce type d'attaque. Et donc, forcément, il y a du volume, donc il y a de plus en plus de cibles, et donc il y en a de plus en plus qui tombent dans la... Comment se protéger contre ces deepfakes ? Parce que là, aujourd'hui, on peut faire le tour des systèmes de sécurité, de cybersécurité. Il n'y a rien là-dessus pour l'instant. Hein. Non. Vas-y. Bonne question, ça va pas être évident. Moi je pense que l'IA, là on a ouvert la boîte de Pandore et très rapidement il va falloir qu'on soit en capacité de développer notre propre esprit critique en fait. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir compter, c'est être en capacité de voir nous-mêmes, humains, voir une information, être capable de prendre du recul, de la comparer à d'autres pour être sûr que ce qu'on est en train de visionner, c'est la bonne information ou pas. Et je pense que finalement, l'IA, pour dire un petit peu de positif... Les responsables de sécurité de systèmes d'information apprennent à faire des deepfakes eux-mêmes pour s'apercevoir justement de ce que c'est, jusqu'où ça peut aller. Alors, en fait, aujourd'hui, il existe des solutions qui permettent de voir, en gros, si le mail, si l'information, si le deepfake est un fake ou pas. Donc, aujourd'hui, on peut construire des attaques basées sur de l'IA, et en fait, on construit des outils pour détecter. Et on utilise, nous, aujourd'hui aussi, sur l'IA générative, des outils pour détecter. Mais on est juste aux prémices. Détecter, en fait, un contenu produit par une intelligence artificielle. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on a la symétrie des deux côtés. Donc, les usages, que ce soit en attaque ou en défense, sont les mêmes. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour les entreprises, pour les utilisateurs, parce que le problème, il reste quand même entre l'écran et la chaise. Donc, c'est l'utilisateur. Et nous, ce qu'on observe, on n'en a pas parlé, au-delà de l'IA générative, c'est des utilisateurs dans les entreprises qui sont ciblés par les groupes d'attaquants parce qu'ils ont des difficultés financières, parce qu'ils doivent de l'argent. Donc, forcément, ce qu'on appelle les threat insiders, on leur donne de l'argent. En contrepartie, on prend, on va dire, leurs informations ou leurs credentials. Et en fait, on permet à l'attaquant de mettre un pied dans le système d'information. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver, et on a une recrudescence qui est importante, au-delà, on va dire, de tous les sujets liés à l'IA générative, pour lesquels, je pense, de notre analyse, on est juste au démarrage. Par contre, ça va fortement s'accélérer dans les 2 ans qui viennent. Ouais, et là, tous les enjeux sont dans les 18-24 mois. Sans doute que ça va d'abord viser, justement, les plus grandes entités, les grandes organisations. Le monde de la finance, j'imagine, doit être le premier à se préparer à ce nouveau type d'attaque. Hein, parce que ça demande de déployer énormément de moyens quand même, de créer des deepfakes de cette dimension. De moins en moins. Mais... c'est ça. De moins en moins. C'est aussi ce qui fait effectivement que ça va galopant. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous travaillez sur comment quantifier ce risque cyber? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pris en compte, ces nouveaux risques? Oui, on commence de plus en plus à le prendre en compte. Financiers, On commence de plus en plus à le prendre en compte. Le domaine bancaire et financier est en plus hautement régulé. Donc ça va forcément être mis sur la table à un moment ou à un autre. Là, aujourd'hui, clairement, dans les grands combats, il y a surtout ce dont on parlait tout à l'heure sur le risque écosystème, les tiers à sécuriser. Mais oui, on voit de plus en plus cette question-là. Nous, on est en train de travailler sur des scénarios de risque, justement, qui intègrent ces vecteurs d'attaque-là. On voit... Alors, comment on quantifie? Parce que quantifier financièrement, c'est quoi? C'est des milliards de dollars Alors déjà, c'est un très bon point. Tout imaginer, évidemment. Ouais, c'est un très bon point. C'est souvent, quand on entend quantification du risque cyber, un raccourci qui est fait, c'est de
croire que risque égale impact financier. La réalité, c'est que le risque, c'est une combinaison de la fréquence et de l'impact. On peut avoir un risque au sens un impact financier énorme sur une attaque qui va arriver très très peu souvent, et donc le risque qui en résulte est peut-être tolérable par certaines entreprises. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège un grand nombre de signaux qui sont soit des signaux sur l'entreprise, son activité, son domaine, ce qu'elle a mis en place en termes de maturité défensive ou pas, des signaux sur la menace, ce qui est notre métier initial, de suivre dynamiquement justement ces acteurs malveillants. Et on combine tout ça pour arriver à calculer la fréquence potentielle d'incidents cyber, et surtout en fonction du scénario de risque, est-ce que des impacts financiers vont être déclenchés et à quelle hauteur. On est dans le monde des probabilités, c'est-à-dire on n'a pas une boule de cristal, évidemment. Mais pour une banque, ça s'estime à combien le risque cyber? Alors, pour avoir une idée. Ça peut se compter en dizaines, centaines de millions, ça dépend de quel risque on parle, de quel scénario. Et il y a même des scénarios de risque qu'on voit qui sont en milliards. Parce que justement, pour le coup, c'est systémique, le système bancaire. Et donc il y a bien sûr l'impact pour la banque, mais il y a l'impact pour l'ensemble de l'écosystème. Ouais. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe pendant les crises financières. Il suffit qu'une ou deux banques tombent, et c'est les dominos potentiellement. Allez. Je ne veux pas être anxiogène. Non, on va essayer de terminer par une note apaisante, je ne sais pas. Je vais essayer. Non, mais du coup, ce que nous, on voit côté OnePoint aussi, parce qu'on a pas mal de clients qui sont déjà proactifs, bien sûr, sur le sujet de l'IA, vous en avez parlé, c'est qu'il y a une crainte, c'est que finalement, on a une criminalité organisée qui aujourd'hui avait un certain niveau en termes de capacité d'attaque, qui finalement va passer au cap supérieur et qui va se rapprocher tout doucement des capacités d'un service étatique. C'est-à-dire que grâce à l'IA, GEN notamment, les hackers vont être en capacité de trouver des vulnérabilités plus facilement, de les exploiter plus facilement, de les masquer plus facilement. Et du coup, on ouvre tout doucement la porte à des intrusions plus furtives, à du vol de données de manière massive, parce que justement, tu l'as très bien dit, on pourra exploiter enfin ces datas quand on en vole des dizaines et des dizaines de gigas. Donc, les banques sont déjà, de manière proactive, donc les banques sont dessus et commence déjà à travailler sur des scénarios pour anticiper, donc ça c'est très bien. Et puis le deuxième sujet va être la souveraineté aussi des IA qu'on va déposer dans ces systèmes. Il y a un vrai questionnement par rapport à ça, et les banques devront avoir de la résilience, participer à la résilience et avoir une stratégie. Il y a Dora qui arrive notamment, une stratégie pour être en capacité de garantir en fait les fondamentaux de la liberté en fait des données des gens et des clients au niveau bancaire. Voilà. Merci beaucoup Olivier Risson, expert en cybersécurité chez OnePoint. Merci également à Olivier Pantaléo, président cofondateur d'Allemande, et Maxime Cartan, fondateur de Citalis. On termine avec le biomimétisme.